Bon, bien, bonjour à toutes et à tous. Quelques-uns parmi nous et parmi les intervenants doivent encore nous rejoindre d'ici 5-10 minutes. Donc nous commençons. Mesdames, Messieurs, chers intervenants, chers consoeurs, chers confrères, après notre colloque littérature et médecine, avant d'autres projets tels que littérature et jazz l'an prochain, littérature et photographie l'année suivante, cet automne nous voit aborder un sujet quasi inépuisable qui, à lui seul, remplirait largement nos agendas, et cela pendant des dizaines d'années, à raison de probablement une séance hebdomadaire, si pas quotidienne. Tant il est vrai que la littérature et le cinéma forment un couple, pour le meilleur et pour le pire, ou pour le meilleur et parfois pour le pire. Simone de Beauvoir n'a-t-elle pas écrit, et je la cite, « L'adaptation d'un roman à l'écran est presque toujours regrettable. » Le titre de la communication de Pierre Mertens, qui, entre parenthèses, ne pouvait nous rejoindre, est intitulé « Trahison et belles infidèles », s'attardant peut-être à ce pire. Vous avouerai-je que pour la petite histoire, que j'avais personnellement transformé ces belles infidèles en belles étrangères. Trop épris peut-être que je suis par ces Greta Garbo, Marilyn Monroe, Romy Schneider ou Adjani, allez savoir. Mais le cinéma aime les livres. Dans le journal Le Soir et un billet intitulé « Truffaut, l'homme qui aimait les lettres », Fabienne Bradfer écrivait ceci. La plupart des films de François Truffaut ont la littérature au cœur. Qu'on se souvienne de La Chambre verte et des auteurs qui l'habitent, je citerai Proust, Sacha Guitry, Raymond Queneau, Oscar Wilde et d'autres. Qu'on relise aussi sa correspondance avec des écrivains parus il y a peu de temps. Avant de passer aux choses sérieuses, permettez-moi de citer quelques phrases d'écrivains qui ont évoqué le cinéma. La première, le cinéma, ce nouveau petit salarié de nos rêves, on peut l'acheter seul, se le procurer pour 1 heure ou 2, comme un prostitué. Qui a écrit cela ? Dans les grands spécialistes que vous êtes, vous avez tous lu ce livre, en principe. Louis-Ferdinand Céline, dans Voyage au bout de la nuit. Alors un autre. La peau humaine des choses, le derme de la réalité, voilà avec quoi le cinéma joue d'abord. C'est Antonin Artaud, dans La coquille et le clergyman. Et du même, dans Sorcellerie et cinéma, le cinéma se rapprochera de plus en plus du fantastique, ce fantastique dont on s'aperçoit toujours plus qu'il est en réalité tout le réel, ou alors il ne vivra pas. Et j'en terminerai avec une phrase de Jean Quérol. L'habitude du cinéma nous entretient dans un climat de découverte perpétuelle. Ces découvertes, c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Alors 2 petites choses, 3 peut-être. Ce colloque, je voudrais qu'il soit, je voudrais le dédier à notre confrère Guy Vasse, dont nous avions publié à l'Académie en 2007 111 films chroniques de cinéma, un ouvrage qui se termine d'ailleurs avec un entretien de Guy Vasse avec Sidney Pollack. On n'oubliera pas d'ailleurs cet homme, c'est Robert Redford, l'écrivain traqué des 3 jours du Condor. Une dernière chose, par respect pour chaque intervenant, je rappelle que les communications sont limitées, en principe, à une 20aine de minutes. Nous publierons les actes de ce colloque, et là, il n'y aura aucune limite de signe. N'oubliez pas peut-être aussi d'éteindre vos portables. Voilà, ce colloque peut s'ouvrir. Alors, la première personne que nous attendions, c'était Pierre Mertens, avec une communication intitulée donc « Trahison et belles étrangères ». Nous est parvenu un
un fragment de cette communication. J'en citerai aujourd'hui Pierre Mertens est indisponible, hospitalisé. Et donc considérer ceci comme de simple ébauche d'une réflexion. Voilà. S'il arrive fréquemment, je cite donc Pierre Mertens, s'il arrive fréquemment que des chefs-d'œuvre du 7e art soient inspirés par des livres plutôt quelconques, il peut arriver aussi que des chefs-d'œuvre de la littérature se retrouvent massacrés ou tout simplement détournés de leur objet par leurs adaptateurs. Prenons 2 exemples. Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry, adapté par John Huston, qui est pourtant d'ordinaire un très grand réalisateur. Mais pour moi, le plus étrange, et je sais que beaucoup voudront me démentir, le pire exemple de malentendu et de mal vu, si l'on ose dire, nous vient d'Orson Welles, alors que celui-ci, par ailleurs, fait si bon ménage avec Shakespeare. Il s'agit pour nous du procès de Kafka, bénéficiant d'un casting somptueux, Anthony Perkins, Madeleine Robinson, Jeanne Moreau et Welles lui-même, mais engendrant un film quasiment caricatural, réducteur, et ne restituant en rien l'univers intérieur de l'auteur. Mais on sait que la plupart des commentateurs de Kafka s'acharnent à traiter de kafkaïen un univers simplement bureaucratique, ou alors que l'ampleur métaphysique de l'auteur du procès, du château et de la métamorphose prend évidemment le dessus sur ce qui n'est chez l'auteur que le décor de la tragédie humaine qu'il relate. À tel point qu'on pourrait être tenté de croire que Kafka est tout bonnement inadaptable. Ce serait là se débarrasser du problème de façon simpliste. La preuve en est qu'un admirable film adaptant la métamorphose a été réalisé par une réalisatrice italienne peu connue du nom de Lorenza Masetti. Ce film miraculeux mériterait de sortir de l'oubli et de montrer que même de grands chefs-d'œuvre, un peu ésotériques de la littérature, peuvent être relayés par une adaptation qui leur rend justice. Sinon, les dérapages ne manquent pas. Songeons encore à celui de l'amour de Schwann, de Schoendorf, qui nous fait nullement partager la vision de l'original. Ou donc des réussites inattendues, car elles ont tenu un peu d'un pari hasardeux, nous retiendrons l'adaptation du Diable au corps de Radiguet par Claude Autant-Lara. Magnifique noir et blanc incarné par Gérard Philippe, alors même que le réalisateur allait malheureusement bien mal tourné sur le plan idéologique. Éliminons un malentendu, celui de la fidélité. Car il y a de très belles infidèles, par exemple l'adaptation de La mort à Venise, 2 chefs-d'œuvre qui ne racontent pas tout à fait la même histoire. On ne peut penser que du bien de l'adaptation de Zeth de Vassilis Vassilikos par Costa-Gavras. Et cependant, à titre personnel, je considère néanmoins que le film ne fait pas assez état de la vie intime et intérieure du personnage central. Bien entendu, il demeure malaisé, quelle que soit la réussite de l'adaptation, d'imaginer qu'elle puisse égaler l'œuvre qu'il a inspirée, tant celle-ci demeure monumentale. Nous pensons entre autres à Crime et Châtiment, Guerre et paix, Madame Bovary. Voilà, c'était les fragments du discours, de l'entretien de Pierre Mertens qui ne pouvait point nous rejoindre aujourd'hui. Alors, je voudrais vous présenter notre premier intervenant, c'est Sébastien Févry. Sébastien Févry est professeur à l'école de communication de l'Université catholique de Louvain, UCL Louvain, et coordinateur du GIRCAM, groupe interdisciplinaire de recherche sur les cultures et les arts en mouvement. Il travaille sur le champ des memory studies et des cultures visuelles. En 2021, il coordonne avec Emmanuel Fantin et Katharina Niemeyer l'ouvrage collectif Nostalgie contemporaine, médias, culture et technologie. Depuis 2018, il est également membre du projet belge interuniversitaire et interdisciplinaire EOS by Magic. Dans le cadre de ce projet, il mène des recherches sur les plaques de verre
et les lanternes magiques, dans une perspective narratologique et intermédiale. Il est également l'auteur de 2 recueils de poésie, publiés aux éditions Chênes, Solitude Europe et Bref Déluge, que notre Académie, Solitude Europe, que notre Académie avait récompensé. Alors le titre de sa communication, dispositif pré-cinématographique et littérature, le cas de la lanterne magique comme objet et vecteur d'écriture. Je lui cède la parole. Voilà, bonjour à tous et à toutes, et merci à Yves pour l'invitation. Alors, mon attention portera aujourd'hui sur les rapports entre littérature et pré-cinéma, et plus particulièrement sur l'œuvre d'Arthur Rimbaud, que j'aimerais contribuer à mieux situer dans la culture visuelle de son époque. Et par pré-cinéma, j'entends en réalité les dispositifs optiques comme les dioramas, les panoramas, les théâtres d'ombre, les spectacles de lanternes magiques, les fantasmagories, tous ces dispositifs que Delphine Blaise a appelés des machines à voir et dont la popularité et l'industrialisation iront croissant tout au long du XIXe siècle. Et remarquons d'ailleurs que la formulation pré-cinéma est une formule quelque peu réductrice puisqu'elle semble indiquer que toutes ces inventions n'ont d'intérêt qu'en ce qu'elles annoncent et précèdent le cinéma, alors qu'au contraire, les spectacles de lanternes magiques ou les dioramas constituent des univers visuels à part entière, dotés de leur propre code culturel et esthétique. Et dans le cas de Rimbaud, ce qui m'intéressera particulièrement, c'est le rôle dans son œuvre de la lanterne magique, et plus largement de l'image lumineuse, ou, osons le mot, illuminée. Depuis quelques années, je travaille avec des collègues d'autres universités sur un projet intitulé Bimagic, qui vise à étudier la lanterne magique comme média de masse en Belgique entre les années 1830 et 1940. Ce projet vient de se terminer, mais nous avons pu mesurer combien le monde des projections lumineuses constitue une réalité complexe, tant sur le plan technique des appareils utilisés que sur celui des spectacles projetés qui pouvaient tout aussi bien relever du catéchisme, du discours scientifique, de la propagande politique ou du simple divertissement. Aussi, mon objectif du jour est-il de mettre cet ensemble de savoirs relatifs à la lanterne au service d'une critique littéraire qui accorderait davantage de poids à la matérialité et à l'historicité des dispositifs optiques représentés. Je me focaliserai sur l'œuvre d'Arthur Rimbaud, mais d'autres auteurs auraient pu être évoqués. On peut bien sûr songer, évidemment, c'est juste pour vous montrer à quoi ressemble une lanterne magique, si vous ne voyez pas très bien ce que c'est. Voilà. Donc on a vraiment, je fais un petit excursus, mais vous voyez les plaques qu'on glisse devant le faisceau de l'appareil et puis qu'on projette en fait sur un écran. Donc basiquement, c'est ça, une lanterne magique. Donc parmi les auteurs, évidemment, on pourrait penser à Marcel Proust et au narrateur enfant qui manipule un lampascope dans les premières pages du côté de chez Swann, ou on pourrait penser aussi à Vladimir Nabokov, qui dans Autre rivage fait état du plaisir qu'il avait enfant à manipuler les plaques de verre avant même leur projection, et autre ouvrage autobiographique, Lanterna Magica de Bergman, qui nous adresse le portrait du jeune Guimard qui sait prendre une machine permettant à la fois la projection de vue fixe et de bandes de pellicule. Un souvenir dont on trouvera l'écho indirect dans l'une des scènes de Fanny et Alexandre. J'en viens maintenant à Arthur Rimbaud. Quand on s'attarde sur les textes critiques ou biographiques au sujet de Rimbaud, on s'aperçoit que la métaphore optique de la projection lumineuse
est souvent d'usage pour décrire l'esthétique de certains textes, en particulier ceux composant les Illuminations. Par exemple, dans la biographie d'Edmund White, en 2008, on peut lire, je le cite, « qu'assurément, les images superposées dans les poèmes évoquent des diapositives qu'on empilerait les unes sur les autres, pour observer l'effet obtenu. » Fin de citation. Dans son ouvrage « Rimbaud, la Commune de Paris et l'invention de l'histoire spatiale », Christine Ross relève quant à elle que certains passages d'une saison en enfer s'apparentent, je cite, à une sorte de diaporama de scènes de l'histoire mondiale juxtaposées sans transition ni continuité apparente, processus qui deviendra prévalent dans les Illuminations. Fin de citation. Mais c'est surtout Jean-Luc Steinmetz, lui-même poète, dans son article « La lanterne magique de Rimbaud », paru en 1987, qui a été le plus loin dans cette approche que je qualifierais d'analogique ou de métaphorique. Steinmetz s'attache sur les Illuminations et prend comme point de départ les explications que Verlaine confère au titre du recueil, à savoir que le mot « illumination » est anglais et qu'il veut dire « gravure coloriée » (colored plates) ou « gravure peinte » (painted plates). Et partant de là, Steinmetz développe une approche qui consiste à voir les poèmes en prose d'illumination comme une succession de plaques de lanterne magique. Cependant, comme il le reconnaît, ce modèle de lecture est évidemment, je le cite, analogique, puisqu'il ne saurait être question que les poèmes de Rimbaud produisent une lumière naturelle, des scènes et des couleurs vraies. Fin de citation. Par ailleurs, autre élément important, Steinmetz considère la lanterne comme un dispositif idéal, si vous voulez, non historicisé. Il écrit « Je ne retiens de la lanterne magique que l'aura sentimentale, atmosphérique de son dispositif, celle que l'on retrouvera plus tard dans les mystères des salles obscures du cinéma. » Fin de citation. Si la lecture de Steinmetz est pour le moins stimulante, il me semble qu'elle gagnerait à être complétée par une approche qui pourrait s'étendre dans deux directions au moins. Tout d'abord, on pourrait se demander ce que pouvait signifier la lanterne magique pour Rimbaud, et en quelles circonstances il avait pu voir tel ou tel spectacle. L'idée, évidemment, n'est pas de prétendre que les spectacles de projection lumineuse sont la seule et unique influence du poète, mais de mieux situer son positionnement au sein de la culture visuelle des images lumineuses, très active dans la seconde moitié du XIXe siècle. En somme, il s'agirait d'accomplir un travail similaire à celui qu'a mené récemment Hugues Fontaine au sujet des rapports de Rimbaud et de la photographie. C'est ce que je pourrais appeler, faute de mieux, une optico-biographie. Deuxièmement, on pourrait se demander si la métaphore de la lanterne ne gagnerait pas à être contextualisée et historicisée. Il s'agit nullement de mettre en cause, si vous voulez, la pertinence du modèle analogique, mais d'essayer de lire celui-ci avec les termes et les usages qui étaient en vigueur à l'époque. Peut-être, une hypothèse, pourrait-on alors mieux cerner certains procédés d'écriture et les éclairer, si on veut, d'une lumière nouvelle. Donc c'est ce que je vais essayer de faire ici. Alors pour commencer, j'aimerais revenir sur cette phrase maintes fois commentée, que l'on trouve dans Une saison en enfer, un partie 2 de Délire, alchimie du verbe. Je vous la lis. J'aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanque, enseignes, enluminures populaires. Cette citation est importante car Rimbaud y annonce ses goûts en matière de culture populaire dans un ouvrage à forte connotation autobiographique. Or, ce qu'il me plaît de repérer ici, et qui n'avait jamais été relevé à ma connaissance, est que le terme enluminure peut certes servir à désigner des illustrations populaires, comme les images d'Épinal, mais qui peut aussi renvoyer, dans le vocabulaire de l'époque, à des images projetées, peintes à la main. Ainsi, dans son traité, le titre est long, dans son traité des tableaux de projection mouvementée, publié en 1893, Hyacinthe Fourquier explique de la manière suivante le basculement des projections d'images peintes aux projections d'images photographiques. Je le cite. Ce que les moyens de projection s'étaient de plus en plus perfectionnés et que grâce à la photographie, on s'était habitué à des images d'une excessive finesse dans les détails, capables de supporter de forts grossissements. Tandis que les tableaux mouvementés, jusqu'alors peints
et dessinés à la main, en présence de ces agrandissements considérables, ne semblaient plus être quelque soin qu'on ait pris à leur confection que de grossières enluminures. Fin de citation. Ces citations de Fourtier est intéressante dans le sens où elle actualise tout d'abord un lien sémantique entre images projetées et enluminures, ce qui participe en fait à renforcer l'intuition de Steinmetz. Mais plus encore, cette citation m'interpelle car les enluminures sont qualifiées de grossières, on pourrait dire de primitives, ce qui renvoie de nouveau à ce goût de la culture populaire qu'affiche Rimbaud dans le passage évoqué. D'ailleurs, je ne suis pas certain qu'il soit nécessaire de trancher entre l'une ou l'autre acception du terme enluminure. En réalité, les images de la culture populaire servaient souvent à des fins de projection, et elles étaient alors décalquées et reproduites sur verre pour satisfaire aux usages de la lanterne. Une même image pouvait aussi bien servir à illustrer un recueil de contes qu'à être projetée sur un écran. À ce sujet, il y a une anecdote rapportée par Paterne-Berrichon, le premier biographe de Rimbaud, que je trouve significative, même s'il est entendu que venant de la part de Berrichon, toute anecdote est sujette à caution. Il n'empêche. La scène se déroule devant la vitrine de la librairie au rez-de-chaussée de la maison qu'occupait la famille Rimbaud à Charleville. Voilà ce qu'écrit Berrichon. Une fois Arthur, il allait avoir 4 ans, grimpé sur le soubassement de cette boutique, se tenait en contemplation devant les images d'Épinal étalées aux vitres et représentant des aventures de voyage. Alors, dans ce court passage apparaît déjà l'attrait du voyage, peut-être trop précoce pour être vrai, mais surtout un dispositif optique assez simple qui consiste à étaler des images sur une vitre et donc à les laisser traverser par la lumière, comme les vitraux des églises ou les plaques des lanternes. Dans une saison en enfer, la lanterne, en tant qu'appareil paradigmatique, si vous voulez, de l'image projetée, apparaît explicitement dans le passage Nuit de l'enfer. Je vous lis. Jésus marche sur les roses purpurines sans les courber. Jésus marchait sur les eaux irritées. La lanterne nous le montra debout, blanc et de tresses brunes, au flanc d'une vague d'émeraude. On n'a pas assez insisté, je crois, pour associer cet extrait aux projections d'images pieuses, qui étaient chose courante lors des leçons de catéchisme de l'époque. À Charleville, ville supérieurement idiote entre les petites villes de province, disait Rimbaud, on peut supposer qu'il était d'usage, comme partout ailleurs en France, de projeter sur une toile de calicot tendue au fond de l'église les scènes des saints évangiles. L'idée était alors de favoriser l'élévation spirituelle des jeunes paroissiens, et plus que les mots, expliquaient les manuels de l'époque, les images avaient le pouvoir de s'imprimer dans l'âme de l'enfant comme un cachet dans la cire molle. Dès lors, on peut tout à fait risquer l'hypothèse que ce qui émerge dans le texte, tamisé par le filtre de la mémoire qui est elle-même une prodigieuse lanterne, c'est le souvenir des leçons de catéchisme que Rimbaud avait reçues étant enfant lorsqu'il se préparait par exemple pour sa première communion. Et de ces premiers spectacles de lanterne, on peut se dire aussi que Rimbaud ne retira pas seulement des images du Christ Sauveur, mais des récits mélodramatiques à la modèle de Life modèle anglais, dont on trouve trace dans Les étrennes des orphelins, l'un de ses premiers poèmes. De cette première lecture, essentiellement basée sur une saison en enfer, il convient peut-être de dire que chez Rimbaud, lanterne et enluminure sont en partie associés au monde de l'enfance, et que dans cette perspective, il y a comme une affinité entre le monde enfantin et l'état du dispositif optique, qui apparaît somme toute comme assez rudimentaire dans la droite ligne des projections grossières que décrivait Hyacinthe Fourtier. Il y a donc ici comme une sorte de boucle entre l'enfance du poète et l'enfance de l'art des projections, l'une relançant l'autre pour faire remonter certaines images du passé. C'est là un parallèle que l'on peut tracer avec des auteurs que j'évoquais précédemment, comme Proust ou Nabokov, qui eux aussi mettent en regard leurs souvenirs avec un dispositif optique déjà dépassé ou en passe de disparaître au moment où ils prennent la pluie. Par la suite, lors de ses séjours à Paris et à Bruxelles, Rimbaud continua de fréquenter les divertissements optiques de son temps. Sur les grands boulevards, on pouvait accéder pour quelques sous à des spectacles autrement plus sophistiqués que ceux de Charleville. Projection de lanterne, bien sûr, mais aussi diorama et panorama.
Dans le premier, donc dans les dioramas, les spectateurs se trouvaient face à de grands tableaux de paysages qui, sous l'effet de leur jeu d'éclairage complexe, pouvaient montrer le passage du jour à la nuit ou les variations visibles de l'atmosphère. Dans les panoramas, qu'on appelait parfois aussi cosmoramas, le visiteur se plaçait au centre d'une rotonde circulaire autour de laquelle se déroulait une toile peinte montrant des paysages de bataille ou les plus belles cités du monde. Écrivant à Delahaye depuis Paris, Rimbaud mentionne ce type de spectacle, même s'il en détourne le sens pour l'appliquer de façon ironique à Charleville. Je vous le cite. Oui, surprenante est l'existence dans le cosmorama arduant, donc Ardennes. La province où l'on se nourrit de farineux et de bourgs, où l'on boit du vin, du cru et de la bière du pays, n'est pas ce que je regrette. Fin de citation. Mais ce fut surtout à Londres que Rimbaud découvrit des spectacles de projection lumineuse d'une sophistication sans doute inégalée. Par le journal de sa jeune sœur Vitalie, venue lui rendre visite à Londres en 1874, on sait que Rimbaud visita à plusieurs reprises le Crystal Palace. Dans ce gigantesque bâtiment de verre et d'acier situé au sud de la ville, on pouvait découvrir un des plus impressionnants aquariums d'Europe à l'époque, déambuler parmi des statues d'iguanodons, découvrir des spectacles variés, fontaines illuminées, feux pyrotechniques et dernières découvertes en matière optique. On peut aussi faire l'hypothèse que Rimbaud fréquenta la Royal Polytechnic Institution, non loin de Westminster, où science et divertissement se mêlaient étroitement dans des projections de dissolving view, c'est-à-dire des spectacles de projection comportant parfois jusqu'à 5-6 lanternes montées en batterie, ce qui permettait de fondre harmonieusement une vue dans une autre, de substituer graduellement l'image d'un sommet montagneux à celle des profondeurs sous-marines. Voilà rapidement esquissé, dans le temps que j'ai, jusqu'en 1874, une trajectoire optico-biographique qui montre combien Rimbaud participait à la culture visuelle de son temps, alors même qu'il rédigeait la majeure partie de son œuvre poétique. Et son intérêt de spectateur, il faut le souligner, ne tournait pas seulement autour d'un seul type de spectacle ou d'appareil, mais concernait l'ensemble des nouvelles machines optiques liées à l'industrialisation qui participaient à une reconfiguration profonde du regard. Par là aussi, on voit comment Rimbaud était à l'intersection d'une culture visuelle que l'on peut définir comme largement populaire, étant donné qu'elle investissait des lieux comme les foires, les églises, les expositions universelles, dont témoigne la survivance du Crystal Palace, ou les grands boulevards. Partant de cette accointance, j'en viens à la seconde partie de mon exposé, qui consiste à historiciser davantage la métaphore de la lanterne magique comme modèle de lecture pour envisager certains textes poétiques, particulièrement ceux composant les illuminations. Encore une fois, j'insiste, il ne s'agit pas de réduire les poèmes de Rimbaud à de simples adaptations littéraires de projections lumineuses auxquelles il aurait assisté et dont du reste il est difficile de trouver trace. Il s'agit plutôt d'envisager comment les textes peuvent se lire à partir de la sensibilité visuelle de leur époque. Et pour cela, je voudrais partir d'un autre passage d'une saison en enfer qui lui aussi a été maintes fois commenté. Je vous le lis. Je voyais très franchement une mosquée à la place d'une usine, une école de tambours faite par des anges, des calèches sur les routes du ciel, un salon au fond d'un lac. Un tel passage nous montre une superposition de motifs au sein d'un même espace. L'usine ne disparaît pas totalement du champ de vision, son impression demeure, tandis que la mosquée se glisse à sa place. Pareillement, des calèches s'aventurent sur un paysage de ciel. Un salon prend place au fond d'un lac. Il n'y a rien ici de métaphorique. Le poète le dit lui-même, il voyait tout cela très franchement. On pourrait déceler dans ce passage un procédé de surimpression cinématographique avant la lettre, une sorte de fondu enchaîné qui permettrait de glisser d'une image à l'autre. Mais plus justement, si de nouveau on se raccorde à la culture visuelle de l'époque, on y trouvera peut-être un équivalent textuel de ce qu'on appelait alors des dissolving views, ou en français des vues fondantes. Elles s'obtenaient le plus souvent à l'aide d'une lanterne à double foyer. Vous avez ici deux modèles, horizontal, vertical. Donc double foyer qui permettait, en changeant de foyer, de passer imperceptiblement d'une image à l'autre.
Comme nous l'apprend Hyacinthe Fourtier, que vous connaissez déjà, l'effet est le suivant. Je le cite. Une première vue étant projetée, pâlit peu à peu, puis les traits semblent se fondre en d'autres traits qui, s'accentuant de plus en plus, donnent naissance à une autre image, toute différente de la première, et ainsi de suite. En 1872, dans son art des projections, l'abbé Moignot notait que l'usage des vues fondantes permet, je le cite, de présenter les objets dans des phases diverses et qui contrastent l'une avec l'autre, de manière à exciter vivement l'imagination, sans la froisser par des transitions impossibles. Fin de citation. Et Moignot pense en priorité à des effets de changement de lumière. Lorsqu'on passe par exemple d'un paysage éclairé à un même paysage de nuit, ou à des changements de saison, lorsque la vue d'un moulin au printemps se substitue à la vue du même moulin en hiver. Je ne sais pas si ça se verra clairement, mais je vous montre un peu à quoi ça pourrait ressembler. Donc si vous voyez bien, l'image s'assombrit. Évidemment, dans le cas de Rimbaud, le scrupule de l'abbé Moignot laisse rêveur. Pour lui, les vues fondantes ont certes pour but d'exciter l'imagination, mais sans la froisser par des transitions impossibles. Or, on pourrait dire que c'est précisément cela que réalise Rimbaud dans ses textes, des vues fondantes, mais avec des transitions impossibles, c'est-à-dire des transitions qui dérèglent les usages habituels de la lanterne. On trouve d'autres exemples de syntagmes fondants dans les illuminations. Par exemple, dans Enfance, il y a une cathédrale qui descend et un lac qui monte. Dans Nocturne vulgaire, un vert et un bleu très foncé envahissent l'image. Dans Soir historique, on joue aux cartes au fond de l'étang. Dans Bottom, tout se fit ombre et aquarium ardent. Pour peu qu'on considère certains textes des illuminations comme des tableaux, ce à quoi d'ailleurs nous invite parfois le poète, il apparaît que ce syntagme fondant rentre dans une dynamique plus générale qui consiste à dynamiser le mouvement du poème, à éviter que celui-ci ne se fige dans une description trop statique. Dans son article, Steinmetz pointait déjà que le poème apparaissait à chaque fois comme, je le cite, une plaque colorée qui apparaît tout en s'animant. Fin de citation. Et cette question de la mise en mouvement du texte fait écho aux préoccupations rencontrées dans les manuels de projection de l'époque, où l'enjeu était souvent de lutter contre le sentiment de monotonie que pouvait entraîner la projection successive des plaques animées. Et en même temps, il n'en reste pas moins que la lanterne, surtout pratiquée avec un seul objectif, est d'abord un art du défilement, consistant à faire glisser les plaques, une par une, devant le foyer de l'appareil. Et à cet égard, certains textes de Rimbaud pourraient tout à fait se concevoir comme l'exécution d'un programme de défilement, consistant à faire se succéder une image après l'autre. On peut penser à des poèmes comme Ornière ou Promontoire, mais aussi à la troisième partie d'Enfance. Au bois, il y a un oiseau, son chant vous arrête et vous fait rougir. Il y a une horloge qui ne sonne pas. Il y a une fondrière avec un nid de bêtes blanches. Il y a une cathédrale qui descend et un lac qui monte. Il y a une petite voiture abandonnée dans les taillis ou qui descend le sentier enrubanné. De nouveau, il ne s'agit pas de poser ici une équivalence terme à terme entre les textes de Rimbaud et les projections lumineuses, mais plutôt de dégager une sensibilité commune, où le spectacle du monde se donne à voir sous une forme discontinue, faite d'un enchaînement saccadé de différentes séquences ou motifs. Cependant, contrairement à l'art du lanternisme qui s'efforce de fluidifier les enchaînements, notamment grâce au bonimentor, grâce au commentaire verbal, on dirait que Rimbaud ne cherche en rien à atténuer les sentiments de rupture qui pourraient être produits par l'enchaînement de propositions disparates. Au contraire, ces textes recourent volontiers à la parataxe, c'est-à-dire à la figure de style qui consiste à aligner les propositions sans mot de liaison, ce qui renforce cet effet de morcellement et de discontinuité. Alors évidemment, cette lecture demandera à être prolongée. J'espère qu'on voit suffisamment comment le modèle analogique de la lanterne gagne à être étoffé en fonction des questions esthétiques qu'elle soulève à l'époque, qu'il s'agisse du mode d'articulation des images ou de l'animation qu'on peut produire à l'intérieur d'une seule image. Pour conclure, provisoirement du moins,
On peut se demander à quoi rêvait Rimbaud devant le spectacle des images lumineuses. D'un cinéma qui n'existait pas encore, d'un nouvel agencement des images que la lanterne préfigurait et qu'il sentait confusément poindre à travers les inventions optiques de son temps. En mai 1891, l'année de sa mort, le premier kinestoscope de Thomas Edison était présenté au public et à la presse américaine. Et donc pendant quelques mois, de mai à novembre, on peut dire que Rimbaud fut contemporain d'une invention qui permettait de diffuser des images mouvantes. Mais en même temps, rabattre le désir de Rimbaud sur le cinéma naissant, c'est peut-être émousser la pointe d'utopie qui s'immisce dans son œuvre durant les années où il compose notamment les Illuminations. Car au final, me semble-t-il, Rimbaud rêvait en ces années-là moins d'une succession d'images que d'une grande image qui aurait pu contenir toutes les autres. Une image qui aurait pu se moduler à l'infini et rendre compte du monde moderne dans ses expansions industrielles et coloniales. Alors le cinéma peut-être, mais un cinéma plus topographique que narratif, un cinéma qui aurait fonctionné comme un instrument de savoir et de critique sociale, sans pour autant renoncer à ses pouvoirs d'enchantement. Un cinéma dont les films auraient pu s'appeler, en hommage à un cinéaste tout juste disparu, le livre d'images, ou tout simplement Adieu au langage. Je vous remercie. Merci Sébastien. Je pense que François Emmanuel, il est là. Alors François, es-tu prêt à nous rejoindre? Alors François Emmanuel est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages, romans, théâtre, poésie. Je citerai parmi d'autres, La Passion Saint-Vincent, Jour de tremblement, Cheyenne, Le sommeil de grâce, Anna et les ombres. Le motif du regard, la question de l'image, est centrale dans son œuvre, notamment son dernier roman, Raconter la nuit. Il revient ici sur l'adaptation en 2007 de son roman, La question humaine, par Nicolas Claus. Occasion pour lui, je pense, d'explorer à partir de cette expérience, réussie ou pas, la rencontre entre littérature et cinéma. Si, par hasard, nous terminons notre première partie à 15h, comme prévu, ou avant 15h, je souhaite vous donner la parole pour échanger avec les intervenants. Yves Namur, sous son grand chapeau de secrétaire perpétuel de la langue française, était un peu offusqué par l'anglais dans le titre, Lost in Translation. Je lui ai répondu qu'au-delà du clin d'œil au film de Sofia Coppola, il y a là justement une allusion à la langue internationale, la langue d'Hollywood, la langue du manuel du scénario et des fabricants de blockbusters, la langue des thrillers, biopics, feel-good films, road movies, et ce relent tenace de perdu dans cette mise en coupe réglée. Enfin, dans Translation, sous le faux ami de la langue anglaise, je lis translation. Ce beau mot français qui a plusieurs acceptions autour du transfert, de la transmission, voire plus précisément du déplacement d'une figure dont les points décrivent des trajectoires égales et parallèles. N'est-ce pas exactement cette question que nous tentons d'ouvrir? Qu'en est-il du déplacement de la figure dans la rencontre du livre et du film, de la littérature et du cinéma? Cette question, je vais tenter de l'ouvrir à partir de mon petit point de vue d'auteur, dont un des livres, La question humaine, a eu par chance la possibilité d'être mise à l'écran. Même si je suis, et si je demeurerai toujours dans ma tâche aveugle d'auteur, j'ai peut-être, grâce à cette voie d'entrée, un regard intéressant sur la question générale de la translation, réussie ou non. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire ici un catalogue de griefs adressé par l'auteur déçu au réalisateur analphabète
d'autant que le film m'a semblé plutôt réussi. J'ai écrit La question humaine pendant l'hiver 97-98 comme on se décharge d'un poids qui pesait sur moi depuis des années. La première phrase du manuscrit était celle-ci: « Cette histoire est maudite, il faut que je m'en délivre. » C'est la seule phrase qui fut supprimée du texte. Jean-Marc Roberts, l'éditeur, entendait trop les harmoniques ésotériques du mot « maudite ». S'agissant d'un incipit, c'était loin d'être neutre. Il m'a donc demandé de l'enlever et je crois qu'il a eu raison. Mais dans « maudite », il y a aussi et surtout « maldite ». L'étymologie atteste. Et c'est au fond exactement cela que disait cette première phrase. Cette histoire au fond est maldite, ou plutôt il y a un mal-dit dans cette histoire, il y a un dévoiement de la langue quelque part. Ce livre va parler du mal-dit de la langue. Pour mémoire, La question humaine raconte l'histoire d'un psychologue industriel, un DRH, chargé d'enquêter sur la santé mentale de son propre directeur. Ce directeur, un certain Matthias Just, est en effet sérieusement troublé. Le narrateur va s'en approcher de plus en plus dangereusement, jusqu'à comprendre, à son corps défendant, que ce directeur est non seulement hanté par un passé très lourd qui plonge dans les années noires de la guerre, mais qu'il est en outre la cible de lettres anonymes à répétition qui reprennent en les déformant les termes d'une même lettre technique écrite en juin 1942, lettre proposant des modifications techniques à apporter au camion Saurer chargé de transporter et en même temps d'asphyxier les Juifs pour les mener dans de grandes fosses communes. L'envoyeur anonyme, l'arrangeant de ces envois cryptés, s'arrangeant de façon perverse à établir un lien subtil entre la prose glaçante des ingénieurs berlinois de 1942 et la langue comptable et technique de l'entreprise contemporaine dont est imprégné Matthias Just, manager comme tant d'autres de l'entreprise contemporaine aux prises avec une exigence d'efficacité à n'importe quel prix, au prix surtout d'un dévoiement de la langue, d'un maudit, d'un mal-dit. Depuis décembre 1941, commençait la lettre technique du 5 juin 1942, 97 000 ont été traités. Mais il s'agit de 97 000 quoi? Un nombre, certes, mais de qui, de quoi parle-t-on? Et que veut dire traiter? On aperçoit dès cette unique petite phrase le principe morbide qui est à l'œuvre, principe de réduction technique et de réduction comptable. Réduction comptable, seul le chiffre compte, 97 000. Pas de mot pour préciser quoi, pas la moindre représentation humaine. Réduction technique, seul compte l'opération technique demandée, il y a donc un certain nombre de à traiter. Dans une opération où l'opérateur a charge d'un type précis de traitement. Traiter étant par ailleurs un mot plutôt neutre, là où le contexte pourrait inférer une charge de sens qui est loin d'être neutre, il n'est pas dit liquider, il est dit traiter. C'est non seulement une réduction technique, c'est une litote. La lettre du 5 juin 1942 fut écrite à une époque d'absolue barbarie. La proposition du roman était d'instiller dans un narratif assez serré des liens analogiques entre la langue des fonctionnaires génocidaires de cette époque noire et un certain relent aujourd'hui de la langue managériale, voire de toute langue technique. C'est le scandale de ce petit livre et c'est pourquoi il a touché. D'un livre sur la langue à un film sur la langue.
lorsque Nicolas Klotz est venu me voir en mars 2000, puis quelques mois plus tard avec un projet de plus en plus précis sur un film, j'avais l'impression que nous étions promis à un immense malentendu. La translation me semblait difficilement jouable dans ce livre dont le cœur même est la langue. Mais Nicolas était obstiné. Aidé par sa compagne scénariste Elisabeth Perceval, il entrevoyait un monde visuel et pensait s'appuyer, disait-il, sur la tension narrative du livre, sa plongée en eau trouble, à mesure que Simon, le narrateur psychologue, entre dans le monde intérieur de Matthias Just et finit par basculer avec lui. Il y a là une vraie angoisse, disait Nicolas, un vrai support filmique. Nicolas Klotz était et demeure un réalisateur très intègre et politiquement très engagé. Après un long passage par le théâtre, il avait à son actif un film indien, La Nuit Bengali, et plusieurs films documentaires, notamment sur les naufragés de la rue et les demandeurs d'asile africains. La question humaine qu'il avait alors en projet devait s'inscrire comme un troisième volet fictionnel à sa trilogie des temps modernes. C'était pour lui une incursion de l'autre côté, dans les tours et les étages du pouvoir, de la puissance de l'entreprise contemporaine. Là, il y avait au moins une chose qui ne participait pas du malentendu. J'étais face à un homme de combat, de film engagé, et non pas face à un fabricant, un faiseur de soupe. Je savais qu'à tout le moins, je ne m'exposais pas à la plus terrible des trahisons pour un auteur, voir son livre délayé et garni en sauce selon les bonnes vieilles recettes du cinéma commercial. À ce niveau-là, au moins, j'étais rassuré. D'autant que le contact était bon, très amical, avec chez Nicolas un vrai respect de la chose écrite. C'est un détail qui n'en est pas un. Le scénario qui serait tiré de mon livre pêcherait d'ailleurs par endroits par excès de fidélité. Le contrat entre nous s'établit comme suit. Une fois passé une assez longue phase préliminaire de discussion et pendant de longues séances de travail, je serais mis à la question sur mon texte jusqu'à la moindre virgule. Nous évoluerions ensuite vers un contrat clair où je laisserais tous mes droits à la scénariste et au réalisateur. Cela fut fait ainsi pour ma tranquillité d'âme, à vrai dire. Tout au plus aurais-je eu un accès amical au scénario en cours, puis plus tard à l'un ou l'autre jour de tournage. Enfin, après 2 années assez mouvementées, rapport au producteur, questions d'acteurs, etc., je me retrouverai à l'avant-première du film dans la salle bondée du cinéma Harlequin à Paris à me demander si ça allait être mon jour de gloire ou de débâcle et si je survivrais à l'épreuve avec une pensée toute particulière pour Boris Vian au dernier jour de sa vie lorsqu'il assista au film tiré de son livre « J'irai cracher sur vos tombes ». J'ai survécu. Ma première impression était que c'était un bon film, à tout le moins un film intéressant, complexe. Au jugé 2 étoiles, c'était bien autre chose que mon livre, mais c'était un film d'auteur, donc je pouvais voir venir la vie. Tout autre chose que mon livre, mais mon texte, qui est un texte court, s'y retrouvait à peu près intégralement, sauf l'épilogue. Le narratif était respecté, mais entrecoupé de lignes narratives connexes, Simon, le narrateur, étant doté dans le film d'une vie affective assez bousculée, et l'imaginaire filmique s'ouvrant par exemple d'une longue scène de rave party quasi mythologique où éclatait soudain toute la violence contenue dans ces univers lissés du management contemporain. Une érotisation aussi. Une pulsionalisation qui n'était pas présente dans le texte, mais servait indirectement son propos. Parfois, l'œil documentaire de Nicolas s'attardait outre mesure sur un chanteur de flamenco, de saudade, comme une respiration étrange et tellement humaine dans un univers impitoyable. Le texte écrit était souvent laissé tel quel dans le scénario, tel quel et trop écrit, entrecoupé de scènes quotidiennes comme improvisées. Un bain musical, Sid Matters, délicieusement rythmé et cotonneux, émoussait les transitions. Mais surtout,
Il y avait, il demeure une image, et là est sans doute la grande réussite de ce film, il y avait une image, comme on dit d'un groupe musical qui a un son, image de ces jeunes cadres vifs, nerveux, costumes de pièces sombres, noirs ou bleu foncé, dans des intérieurs aux murs nus, aux perspectives ouvertes, glacées, chorégraphie pressée de ces jeunes prédateurs de nos époques contemporaines. Élégance des cadrages, extrême froideur des êtres, tendus vers l'efficacité, engagés dans un système broyeur dont l'aliénation ne se sent plus qu'elle ne se voit. Extrême solitude des êtres, présence insaisissable et de plus en plus troublée de Mathieu Amalric en Simon, merveilleux Michael Lonsdale, figurant un Matthias Huest infiniment plus ambigu que ne l'était le Matthias Huest du livre, sensibilité extrême des deux femmes de Huest, son amante, son épouse, la première filmée dans les lumières de l'intime, Valérie Dréville, la seconde admirablement perdue, Edith Scobb. Seul le personnage d'Arjen Neumann, l'expéditeur des lettres anonymes, incarné par Lou Castel, était ici plus faible que son modèle de papier parce que le scénario avait mal rendu son texte, à la fois trop dense, trop écrit pour l'écran et chargé de significations rajoutées, lourdement explicatives. Un notable de province qui parle comme un livre. Il lui fallait lui conférer dans la translation, livre-film, cette part de troublante ambiguïté qu'ont les ébranleurs de certitude, les prophètes des temps modernes. Le texte est un texte en jeu, sur le ton de la chronique froide, stupéfiée, avec un fond caché qui est appelé à se révéler peu à peu. Très fréquemment, il y a des écrits qui viennent s'inviter dans la trame du texte. Petit billet délateur, lettre de la femme de Huest, une lettre de Matthias Huest à sa direction, lettre où certains mots sont omis, barrés, enfin et surtout le cœur noir du livre, la lettre technique du 5 juin 42, retraitée, remise en perspective graphique, 5 fois par l'expéditeur anonyme, avant qu'il ne dirige son tir vers le narrateur et ne lui adresse des pages détachées d'un manuel de psychologie du travail dont le texte est dévoyé, corrompu par des lignes extraites du programme Tiergarten 4 d'éradication des malades mentaux. C'est dire une fois encore que le propos est un propos de langue. Et c'est dire combien la translation à l'écran s'avère au fond une gageure. Le film ne pouvant s'appuyer que sur les ressorts dramatiques du texte, non le texte en tant que texte et matière de texte. C'est dire la partition délicate entre la voix off de la lecture des textes, des lettres le plus souvent, et les scènes jouées. C'est dire surtout la délicate question de choisir ce que l'on montre et choisir ce qu'il est plus intéressant d'évoquer dans un texte en off, avec le gain d'ellipse lié au fait que l'on montre toujours quelque chose quand on fait entendre une voix off. C'est sur cette arête-là que se pose avec le plus d'acuité la question de la translation. Le film a pour support une image animée, parlée, portée par la musique. Il emplit littéralement le champ de la sensation du spectateur. Quand un texte vient vers le lecteur avec sa fragile linéarité, il demande au lecteur de venir à lui, il l'invite ou l'appelle, il se donne ou non à être saisi. Dans cette fragile rencontre avec le lecteur, le texte joue cependant beaucoup plus amplement de ce qui se dit sans se dire, du sous-texte, du métatexte, de la précision du trait comme de l'imprécision de la métaphore, du pinceau fin comme de l'estompe. Ce dont certes le film peut jouer, mais à la marge. Tant est centrale et lourde sa machine à images, son appareil d'image, tant l'image par essence installe puissamment sa présence, tant elle nous réduit en un premier temps l'image à une position de regardeur passif. Un roman, comme il est écrit, creuse la profondeur de son champ et installe ce qu'on peut appeler une poétique,
S'agissant d'un film, cette poétique est moins sensible, mais s'il s'agit d'un film d'auteur, elle est évidemment présente. C'est dire que s'agissant de la question humaine, le passage au film n'irait pas sans une déperdition importante. Cette perte, entre autres liée à la force d'ambiguïté d'un texte qui questionne la langue, joue d'ailleurs sur plusieurs niveaux typographiques, soulève le récit d'aujourd'hui avec un récit honni ou caché, du temps où certains mots étaient dotés d'acceptions effroyables, certains mots comme les mots sélection, traitement, spécial, au point de faire entrer le lecteur dans un climat lexical miné, avec en outre des jeux d'homonymie, et comme dans un mauvais rêve, ce fatum de la ressemblance, cette fatalité de la ressemblance, poussant le lecteur à revenir sur ce qu'il avait précédemment lu, avait d'abord lu comme un simple thriller d'entreprise, lequel thriller rôdait tout d'un coup autour d'autre chose, plus inscrit dans nos fondements, soit le fondement de la langue des humains, le maudit, le maldit de cette langue, la question du meurtre de l'humain dans la langue, la question humaine. De ceci, le film, la mise en image par Nicolas Closse, ne pouvait qu'échouer à rendre compte, même s'il y a dans le film le recours à un certain traitement analogique qui subrepticement installe le climat d'une sourde ressemblance. Images de femmes nettoyant le sol de grands hangars bétonnés, monceaux de vêtements usagés et triés, wagons de bois à l'antique numérotation se succédant lentement sur le rythme hypnotique d'un morceau de Sid Matters. Et ceci, propre à la question humaine, cet inexorable lost in translation, m'invite à élargir mon propos au thème général de cet après-midi, littérature et cinéma. Littérature. Chaque lecteur entre dans un univers imaginaire par la grâce d'un récit. Qui n'a pas lu un conte à un enfant de 2 ou 3 ans qui ne parle pas encore ou peu, ne peut pas comprendre ou prendre la mesure de cet harponnement mystérieux que produit toute forme de récit, comme si la langue venait à nous par le récit, comme si la lecture du monde ne pouvait en passer que par là. Entrant dans un univers par le récit, le lecteur entre comme dans une maison intérieure. Il voit, il sent, il vit. À l'intérieur, comme dans ces mauvais rêves, au terrible génie de la collusion, l'univers de l'œuvre est fait de renvoi à soi-même, de relance au sein de son propre clos. Il y a là des supports imaginaires, des paysages, des figures, des personnages débauchés en quelques traits, mis au verbe par le récit et qui vont susciter chez le lecteur une mise en forme instantanée, un enfilement de mise en forme qui, mis bout à bout, vont susciter un certain travail, un certain cheminement imaginaire. Là où par-dessus l'épaule du narrateur ou du personnage, le lecteur découvre et en même temps construit l'univers du livre à partir de points de fixation imaginaires et tout le jeu d'appel, d'attraction, tout le jeu de présence qui finissent par habiter l'univers du livre. Avec une évidente implication du soi lecteur dans cette construction et avec des outils perceptifs qui, au-delà du visuel, comprennent le sentir, le proprioceptif et bien sûr la chambre d'écho émotionnel. Si le soufflet romanesque est réussi, si un monde advient, rapiécé, composé ou partiellement jailli, à partir du travail imaginaire du lecteur, on pourra dire que l'alchimie du livre a fonctionné. Et sans doute qu'il n'y a pas de meilleur gage de réussite d'un livre que ce chemin parcouru intérieurement par le lecteur. Cinéma. Le film propose lui un visuel assez total. En un premier temps, c'est la totalité de la proposition filmique qui place le regardeur dans un certain état de sidération.
Il est le témoin oculaire, avant d'être très vite engagé par la grâce de l'identification au protagoniste dans un récit en devenir, une intrigue, une action, un drama qui viendra lui faire corps avec cet autre de l'écran et toutes les questions qui l'assaillent. Que veut-il? Que fuit-il? Que va-t-il devenir? Qu'est-ce qui est à l'horizon de son attente? Etc. L'accroche est ici comme en miroir. Un monde est donné pour monde. Un réel réarrangé est proposé pendant le temps de la séance, le temps d'immersion. Il joue une substitution plus ou moins efficace avec le réel. Dans tout ceci, le travail, le cheminement du spectateur, à mesure qu'il retrouve une certaine maîtrise, est sans doute à repérer dans les interstices, les écarts entre les plans, et cette orchestration invisible du récit, du drame. Mais actif, il n'est, le regardeur, qu'en un second temps, ou plutôt secondairement, tant il demeure, quoi qu'il veuille, aux prises avec la force sidérante de l'image. C'est d'ailleurs sur cette matière chimique redoutable que joue le réalisateur, installant dans son récit des écarts, des interstices féconds, afin de mettre au travail celui qui regarde, jouant donc dans son montage de zones d'estompe et de zones d'ambiguïté qui vont susciter le travail du spectateur, le forcer à quitter son point de stabilité, d'équilibre, pour chercher comme il peut une nouvelle ligne de maîtrise et construire son récit, son propre récit collé de près aux images et cheminer intérieurement. Le travail imaginaire, le cheminement intérieur, étant la balise intuitive qui si souvent nous permet de dire « le film m'a parlé plus que le livre, je n'ai pas voyagé de la même façon ». Ou bien le souvenir de mon précédent voyage avec les livres a été beaucoup plus fort que ce qui m'a été proposé par le film. Il y a eu du Lost in Translation. Comme en toute chose, tout se mesure à l'aune du chemin parcouru par soi en soi. Notre attachement à l'amour tient non pas à l'amour reçu, mais à l'amour donné. Notre attachement à une œuvre tient à ce à quoi elle nous a fait cheminer. Je pense par exemple au personnage de Matthias Just, joué par Lonsdale, et qui, sous sa douceur apparente, laisse poindre une violence trouble, au point que, regardeur, on est un peu fasciné, hanté, renvoyé peut-être à notre propre violence latente, plus sûrement que ne le proposait le personnage du livre, lui-même plus classiquement rigide, donc plus clichable, édictable, plus aisé à mettre à distance de soi. Ce côtoiement avec Just Lonsdale laisse une trace dans la mémoire, le personnage s'invitant désormais dans notre monde inconscient qui est à la fois réservoir et matière mouvante. Il continue à nous troubler et nous hanter un peu. Il demeure une empreinte vivante. Cette réflexion sur les écarts, les interstices, les jeux d'estompe, le travail par exemple de la profondeur, l'ambiguïté d'un personnage au cinéma, pourrait participer de la définition d'un cinéma d'auteur, soit d'un cinéma qui non seulement met le créateur, le réalisateur, l'auteur en position centrale, mais surtout permet à celui qui regarde un cheminement personnel, lequel est d'ailleurs fait pour se prolonger bien après le visionnement du film. Ton génie, écrit Bresson, s'adressant au réalisateur, ton génie n'est pas dans la contrefaçon de la nature, mais dans ta manière à toi de choisir et de coordonner les morceaux pris directement par elle, par des machines. L'antimodèle de ce cinéma d'auteur est évidemment sur tous les écrans. Étant donné cette matière extraordinairement puissante qu'est l'image, et quoi que nous le voulions, notre immense crédulité. Une scène de violence, par essence, nous sidérera toujours, nous laissera toujours sans voix, sans mouvement, sans capacité à penser. Le cinéma use et mesure aujourd'hui de ce pouvoir. Ce faisant, c'est un art qui peut être puissamment manipulateur. Là est sans doute la vraie trahison pour un auteur adapté. Il n'y a
a pas eu de translation, mais une utilisation pure et simple d'un média par un autre, le plus faible par le plus dominant. Ce ne fut, Dieu merci, pas mon cas, et j'en sais gré à Nicolas Claus d'avoir donné l'objet complexe du film avec ses éclats et ses demi-teintes, et de l'avoir donné avec son honnêteté, son engagement d'auteur. L'erreur soit de croire que littérature et cinéma sont situés sur un même plan, qu'il s'agirait de translation, alors que c'est de translation qu'il s'agit. Dans la translation, il y a passage sur un autre plan, et c'est inévitable du gagné et du perdu. Ce gagné et ce perdu est à l'aune du chemin que chacun de nous fait en soi, ouvrant opportunément à la belle et grande question que pose au fond toute œuvre d'art, non tant la question de sa vérité, de la force de documentation d'un réel donné, non tant la question de la beauté ou de la dite beauté, mais la question du génie mobilisateur de l'œuvre, ce qui fait qu'une œuvre nous transforme. Merci. Merci François pour cette expérience, vécue expérience. Je dirais, en voyant l'un ou l'autre dans la salle, vous dire que, en parlant simplement du temps présent, que je n'ouvrirai pas une porte, mais à peine une chatière, en disant que plusieurs de nos auteurs, plusieurs de nos confrères et consoeurs au sein de l'Académie ont vécu cette translation. Je penserai à Stupeur et Tremblement d'Amélie Nothomb, à l'ordre du jour de Jean-Luc Outers, à Pierre Mertens, à Jean-Philippe Toussaint, avec la salle de bain et Monsieur. Alors, nous allons maintenant écouter Benoît Denis. Benoît Denis est professeur d'histoire de la littérature française à l'Université de Liège. Ses intérêts de recherche sont ou ont été les rapports entre littérature et politique. Un livre, c'est Littérature et engagement, publié au Seuil en 2000. La littérature belge précis d'histoire sociale, avec Jean-Marie Klinkenberg. Et bien sûr, Georges Simenon. Il est directeur du centre d'études Georges Simenon de l'Université de Liège. Et aux côtés de Jacques Dubois, il a assuré l'édition de 3 tomes de romans de Simenon publiés dans la bibliothèque de la Pléiade. Plus récemment, il a édité chez Actes Sud les scénarios que Michel Audiard a tirés des romans de Simenon, ouvrage que notre Académie a distingué. Alors le titre de sa communication, c'est « Le cinéma, une autre histoire de la littérature ». Voilà, mesdames et messieurs, merci pour cette invitation. Alors, comme Yves Namur vient de le rappeler, je suis historien de la littérature et pas du tout spécialiste du cinéma. Et mon incursion dans l'univers du cinéma est très récente et très localisée, puisqu'il a rappelé le livre qui m'a amené en effet à m'intéresser à des questions de cinéma. Donc, en parlant d'histoire de la littérature, je voulais rester, si je puis dire, dans mon domaine de prédilection. Et lorsque j'ai proposé ce titre, Une autre histoire de la littérature, mon projet primitif consistait à suggérer l'hypothèse, illustrée par quelques cas d'école, que le cinéma est susceptible de produire certaines formes de réaménagement du canon littéraire, faisant émerger des auteurs passés inaperçus ou transformant l'image de certains courants ou auteurs. Et préparant cette communication, j'ai finalement préféré me recentrer sur la période que je connaissais le mieux, celle que je venais d'étudier, et développer un peu plus complètement le cas précis qui m'avait en fait inspiré cette hypothèse. Je trouvais plus honnête d'une certaine manière de repartir de l'intuition que j'avais eue. Ce qui m'amène à changer quelque peu mon titre, si je puis dire,
qu'il y aura des actes, donc ce sera sans doute le titre que je retiendrai. Ce titre, ce serait Michel, François, Louis et les autres, le cinéma français de l'après-guerre, terre d'asile de la droite littéraire, avec un point d'interrogation, évidemment. Alors, un premier constat qui s'est imposé à moi lorsque j'ai observé le cinéma français des années 50 et du début des années 60, c'est qu'il est littéralement, et entre guillemets, pourri de littérature. Non seulement parce que la part des adaptations y est énorme, voire majoritaire, mais parce que la référence littéraire y est souvent affichée sans détour. Et à des fins d'ailleurs de légitimation, hein, souvent de ces œuvres cinématographiques. Plus largement encore, les hommes de lettres ou les littérateurs sont omniprésents dans l'industrie du cinéma d'après-guerre en France, où ils officient en tant qu'adaptateurs, scénaristes et parfois dialoguistes. Sans même citer les plus anciens, tels que Sacha Guitry, Marcel Pagnol, Marcel Achard, Jean Cocteau, Henri Janson ou Jacques Prévert, j'épinglerai ici, pour la période qui me concerne, Pierre Bost, Jean Anouilh, Jacques Robert, René Fallet, Albert Simonin, ou, attaché à un courant qu'on identifiera aisément et sur lequel je reviendrai, Roland Lodenbach, Jacques Laurent, Roger Nimier, Paul Guégoff ou Pascal Jardin. Or, ce qui est étrange aux yeux d'un historien de la littérature qui observe la production cinématographique française de cette période, c'est le décalage qui s'insinue ici entre les auteurs et les textes que les instances littéraires de l'époque distinguent et canonisent, et ce que le cinéma propose comme vision de la littérature. On pourrait expliquer ce décalage par la fameuse question de l'adaptabilité des œuvres ou par la dimension nécessairement commerciale qui habite une large part de l'industrie cinématographique, mais ceci ne rendrait pas compte d'un sentiment diffus que j'ai mis un certain temps à identifier, jusqu'à ce que je tombe sur cette citation de Michel Audiard, qui est très connue par ailleurs, et je vous la donne. « Ce qui me séduit dans la droite, ce sont ces écrivains, Monterland, Morand, Giono, Jacques Perret, Marcel Aimé. Je suis toujours attiré par la déconnante, et la droite déconne. Les hurluberlus, les maboules, on ne les trouve qu'à droite. La droite est braque, il ne faut jamais l'oublier. À gauche, c'est du sérieux. Ils pensent ce qu'ils disent et, c'est le moins qu'on puisse dire, ils ne sont pas très indulgents avec les idées des autres. Je n'ai jamais entendu Marcel Aimé porter des jugements sur le reste de l'humanité, ni demander des sanctions ou des châtiments. Je reviendrai sur cette citation au moins allusivement à plusieurs reprises, mais ce qu'elle me permet à ce stade de formuler, c'est l'hypothèse suivante. Le cinéma français de l'après-guerre a été le lieu ou le refuge dans lequel une conception de la littérature dite de droite a pu se maintenir et se diffuser dans une période où les instances littéraires issues de la résistance avaient frappé d'interdiction ou d'opprobre les représentants d'une telle conception littéraire. Et un certain nombre de ces représentants sont d'ailleurs nommément cités par Audiard dans la citation que je vais faire. Or, ce déplacement de la littérature vers le cinéma ne se fait pas prioritairement par le truchement de l'emploi de ces écrivains plus ou moins prohibés dans les métiers de l'écriture cinématographique, ni par une politique d'adaptation massive de leurs œuvres, mais bien par un mouvement plus insinuant et plus subtil qui consiste à faire du cinéma le réceptacle des valeurs esthétiques autour desquelles cette droite littéraire tente alors à se reconstituer. Et que ce mouvement soit oppositionné, la citation d'Audiard le dit clairement, lorsqu'elle dénonce la propension de la gauche à porter des jugements sur le reste de l'humanité, ou, pour ce qui est des représentants de la résistance, à demander des sanctions ou des châtiments. Pour tenter de mettre un peu d'ordre dans cette configuration assez floue, en tout cas elle m'apparaissait comme telle quand je travaillais, je proposerais de distinguer deux familles que l'histoire du cinéma assez classiquement oppose. Je pense à celle de la qualité française et de ce qu'elle donnera ensuite, une sorte de cinéma populaire français assez typé, et puis de l'autre côté la nouvelle vague. Et je désignerai, si vous voulez bien, deux chefs de bande, qui ne s'appréciaient d'ailleurs que médiocrement, à savoir Michel Audiard d'un côté et François Truffaut de l'autre. Vous commencez à comprendre mon titre. Alors, je mesure bien ce qu'il y a d'un peu scandaleux à mettre sur le même pied Michel Audiard et François Truffaut, hein, tant il y a une dissymétrie de réputation et de statut entre ces deux acteurs du monde du cinéma. Truffaut est évidemment un cinéaste adulé qui possède un pouvoir symbolique considérable en tant que critique, théoricien,
et réalisateur ayant fait émerger un véritable cinéma d'auteur. Audiard n'est certes que dialoguiste, mais il faut se rendre compte qu'il possède, dès le milieu des années 1950, lorsqu'il devient le dialoguiste attitré de Jean Gabin, un pouvoir important dans l'industrie cinématographique, qui se traduit notamment par sa capacité à imposer les films à faire et les adaptations à choisir. À partir du moment où il est en quelque sorte le conseiller de Gabin, c'est lui qui désigne les films que Gabin est susceptible de faire et donc bien souvent qui choisit pour lui les textes à adapter. C'est quelque chose qui est apparu très évidemment dans le deuxième film qu'Audiard fait avec Gabin, l'adaptation du Fils cardinaux de Simon, qui paraîtra sous le titre du sang à la tête. C'est véritablement Gabin et Audiard qui décident de faire ce film et qui le propose ensuite à un producteur, Fernand River, qui est tellement content d'avoir Gabin à son catalogue qu'il dit oui sans regarder. Donc il accepte la chose. Et bien plus d'ailleurs, Audiard était aussi le beau-frère de Jean-Paul Guibert, le directeur de la maison de production Intermondia, auquel il ne cessait d'indiquer des films à monter, des droits d'adaptation à acquérir, ce qu'il continuera de faire ensuite avec les films Marianne, la maison de production d'Alexandre Mnouchkine. On voit donc, de ce point de vue-là, comment Audiard a beaucoup pesé dans un certain cinéma commercial français de l'époque. Alors, au-delà des très fortes divergences qu'il y a évidemment entre Audiard et Truffaut, je voudrais quand même rappeler qu'ils ont en commun non seulement d'être des fils sans père, qui ont vécu une enfance et une adolescence abandonnées et libres dans les rues de Paris, mais qu'ils ont aussi en commun de s'être construits en pur autodidacte une très vaste culture littéraire, qui peut apparaître comme assez hétéroclite ou mélangée aux yeux des tenants d'une culture plus scolaire ou officielle. Alors, dans la lignée que dessine Audiard, il y a évidemment une figure tutélaire qui est issue de la littérature et qui constitue une espèce de signe de ralliement. C'est Marcel Aimé, auteur qui présente ce paradoxe tout à fait étrange d'être sorti indemne de l'occupation, mais qui va se rallier en quelque sorte à la collaboration après la libération, notamment à la suite de l'exécution de Robert Brasillac. Il devient alors le porte-étendard de toute une mouvance qui ne se reconnaissait pas dans le récit résistentialiste de l'après-guerre, même si les membres de cette mouvance n'étaient pas des collaborateurs avérés. Marcel Aimé a très tôt d'ailleurs été adapté par Audiard, c'est Garou le passe-muraille en 1951, mais il est aussi l'auteur de la nouvelle qui donnera La traversée de Paris d'Autant-Lara en 1956, qui est, à ma connaissance, l'un des premiers films à proposer une vision non résistentialiste de l'occupation, au même titre que, quelques années plus tard, Babette s'en va en guerre de Christian Jacques, film qui est aussi dialogué par Audiard. À partir de là, se dessine progressivement une certaine configuration qui trouvera son expression majeure dans la collaboration, suivie et fructueuse, entre Michel Audiard et Albert Simonin, aboutissant à ce film culte, réalisé par Georges Lautner, que sont Les Tontons Flingueurs. Entre Simonin, qui est le premier auteur français à avoir été publié dans la série noire, et Audiard, il y a une complicité qui repose sur des admirations littéraires partagées, et notamment la triade Rimbaud, Proust et Céline, mais qui tient aussi à un rapport commun à l'occupation. Simonin, en effet, a fait 5 ans de prison pour fait de collaboration, notamment parce qu'il a travaillé auprès d'Henri Coston dans les organes de la collaboration à Paris. Audiard, quant à lui, s'il était trop obscur pour faire l'objet de poursuites à la Libération, a tout de même participé, sous divers pseudonymes, à plusieurs publications collaborationnistes, notamment dans le sillage de Robert Courtine, qui était lui-même un proche d'Henri Coston, et qui fut lui aussi condamné à 5 ans de prison à la Libération. Donc, si on veut, Audiard et Simonin étaient peu susceptibles de se reconnaître dans le récit résistentialiste officiel, mais ils étaient aussi dans une position qui les rendait incapables de le contester frontalement. Et je crois qu'ils vont trouver dans le cinéma, qui, il faut le dire, s'était très peu arrêté de travailler pendant l'occupation, un milieu qui pouvait accueillir avec une certaine bienveillance le regard de biais qu'il portait sur cette période. Je pense ici évidemment aux nombreuses allusions à l'occupation qui émaillent les Tontons Flingueurs, mais aussi à des films comme Un taxi pour Tobruk, par exemple. Mais surtout, s'appuyant sur le cinéma de la qualité française pour faire autre chose, Audiard et consorts, et je pense ici à des réalisateurs comme Verneuil, Lautner, Denis de la Batelière, tout
toute cette bande, si je puis dire, va faire subir une inflexion majeure à l'héritage du réalisme poétique des années 30 et à ce qu'on pourrait appeler la vision populaire, front populaire qu'il donnait du peuple. Si la source principale, en effet, du cinéma du réalisme poétique était les romans populistes, David, Macorlan, etc., celle à laquelle s'alimente Audiard est la série noire. Série fondée, on le sait, par le surréaliste Marcel Duhamel à la Libération. Or, c'est le même surréalisme populaire, celui de la rue du Château, dont l'héritage se trouve à nouveau déplacé à travers l'usage qu'Audiard fait du dialogue. Certes, comme Prévert dont il prend la place, Audiard opère une stylisation de l'oralité populaire, mais celle-ci ne fait plus signe, comme chez Prévert, vers une poétisation de l'univers social, mais tend au contraire à se poser comme une joute verbale virtuose, à vocation comique, à travers laquelle se reconstitue une communauté populaire dont les gangsters de la vieille école sont les modèles et à travers laquelle se dit la nostalgie d'une époque révolue, antérieure à l'occupation. On pourrait dire d'une certaine manière que Prévert joue sur la mélancolie, là, Audiard joue sur la nostalgie, ce qui ne me paraît pas du tout la même chose, si je puis dire. Ce faisant, c'est aussi un nouveau partage du populaire qu'opère le cinéma d'Audiard et consorts. Comme cela est très visible dans Le sang à la tête, il distingue entre un peuple honnête, travailleur, digne, respectueux, et une populace sale et dépenaillée, vulgaire et alcoolique, paresseuse et parasite, toujours occupée à contester, comprenez, le peuple communiste. Ce que j'essaye donc de décrire ici trop rapidement, c'est la manière dont le cinéma populaire français, sous la houlette d'Audiard et de quelques autres, a transformé l'héritage du réalisme poétique et du surréalisme populaire pour mener quelque chose comme une bataille culturelle visant à contester l'hégémonie de la gauche sur la représentation des couches populaires, et cela afin de représenter un peuple de droite. Le marqueur de cette position, présent chez Céline comme chez Aimé, mais aussi chez Queneau, je crois, étant la critique interne des milieux populaires et le refus de leur idéalisation. Pour ce qui concerne l'autre lignée, celle qui est incarnée par Truffaut et la Nouvelle Vague, je pourrais aller plus rapidement car Antoine Debac a établi les choses de façon, à mon avis, assez définitive. À savoir, à l'origine, les jeunes Turcs, qui vont bientôt révolutionner le cinéma français, sont proches du milieu des hussards, qui est lui-même très proche du cinéma. Je rappelle quelques éléments assez disparates, sans construire à partir de là quelque chose de définitif, mais on sait l'admiration et l'amitié que le jeune Truffaut avait pour Lucien Rebatté, qui défendait comme critique de cinéma des cinéastes tels que Becker, Grignon, Carnet. De la même manière, Louis Malle a fait ses débuts cinématographiques avec Le Monde du Silence, auprès de Jacques-Yves Cousteau, qui était le frère de Pierre-Antoine, qui fut le compagnon de captivité de Rebatté à la Libération. Plus net encore, Truffaut, et à sa suite Jean-Luc Godard, fait ses premières armes critiques dans les revues La Parisienne et Art, toutes deux fondées par Jacques Laurent, qui était le véritable idéologue du groupe des Hussards et qui officiait lui-même comme scénariste de cinéma. C'est d'ailleurs par l'intermédiaire des Hussards que Truffaut sera introduit auprès de Henri-Pierre Rocher, condamné à la Libération à un anonymat prudent en raison de ses positions maréchalistes pendant la guerre. Roland Lodenbach, fondateur de la Table Ronde, revue et maison d'édition, était l'un des scénaristes attitrés de Jean Delannoy, et on connaît également la collaboration entre Louis Malle et Roger Nimier sur Ascenseur sur l'échafaud, mais on sait peut-être, enfin on dit souvent, on dit moins, me semble-t-il, que c'est le même Nimier qui avait suggéré au même Louis Malle d'adapter ensuite Le Feu follet de Pierre Brieux-La Rochelle, et que normalement Roger Nimier aurait dû y collaborer s'il n'avait perdu la vie dans un accident de voiture. Enfin, on connaît la fidélité de Claude Chabrol à Paul Bégaud, aussi bien comme scénariste que comme écrivain. De l'esthétique et des valeurs des Hussards, les premiers films de la Nouvelle Vague présentent bien des caractéristiques. L'attitude dandy, l'exaltation de la légèreté et de la frivolité, autre formulation de ce que Audiard appelait les maboules ou les hurluberlus, si on veut. Quand il dit la droite est braque, me semble-t-il, il est dans son style volonté triviale du même côté, si je puis dire, que ce que les Hussards revendiquaient. Autre caractéristique, c'est le goût du style et des beaux gestes, contre la lourdeur des idées et des préoccupations morales, leur bête noire, évidemment, Jean-Paul Sartre. On soulignera la prédilection aussi pour un style incisif, fait de phrases courtes et d'aphorismes, et l'affichage d'un individualisme cynique et sceptique sur le modèle stendhalien. Tous ces traits se retrouvent dans bien des films du début de la Nouvelle Vague, mais je crois qu'ils sont particulièrement condensés dans Le Petit Soldat de Godard,
le personnage joué par Michel Subor, qui était lui-même fils de Russe blanc. Il représente un dandy assez provocateur, déserteur de l'armée française, travaillant pour la Hesse, dont le père a été fusillé à la Libération pour fait de collaboration, et devant un peloton d'exécution, ce père aurait crié « Vive Drieux !» tandis que son fils, lui, on se souvient de cette scène, est torturé dans une baignoire par des agents du FLN qui lui lisent la question d'Henri Alaigne. On a là un exemple typique d'une forme de révision idéologique de l'histoire récente, qui joue notamment sur cette idée chère à la droite, non gaulliste de l'après-guerre, à savoir la mise en évidence de la réversibilité des valeurs, thème qu'utilise Nimier, qu'utilisera Jacques Laurent dans Les Bêtises, et dont l'expression achevée est la conte Lucien de Louis Malle, avec Modiano au scénario. Et puisque nous en sommes à Louis Malle, décidément central dans cette affaire, et c'est mon troisième prénom, évidemment, je veux revenir sur Le Feu Follet très rapidement. Le roman de Drieux, on le sait, est inspiré par la figure de Jacques Rigaud, surréaliste et dadaïste, spécialiste de l'aphorisme, dandy et toxicomane, qui se suicidera en 1929. En racontant le destin de cet ami qui l'obsède, Drieux entendait aussi faire le récit de sa génération, celle du feu, incapable de se réinsérer dans la vie sociale d'un monde en paix. Datant de 1931, le roman de Drieux était antérieur à sa conversion au fascisme et présentait donc, pour Louis-Malle Nimier, l'avantage de proposer une image acceptable de Drieux, celui du dandy désespéré, s'étourdissant dans les fêtes et les femmes, et portant sur le monde un regard si désabusé qu'il finira immanquablement dans le suicide. Et dans la perspective de l'après-guerre, c'est très exactement cette image de Drieux qui sera alléguée dans la suite pour tenter de réhabiliter littérairement cet auteur et faire oublier le fascisme et l'antisémite. Donc il me semble que Le Feu Follet est presque un maillon extrêmement important de la manière dont l'image de Drieux va être traitée, si on veut, en littérature aussi dans l'après-guerre. Preuve que le cinéma là, agit et joue sur ce qui se passe. Et donc on voit bien ici, si on veut en tout cas, je l'esquisse très rapidement, comment le cinéma français a pu être, dans certaines de ses composantes en tout cas, une forme de laboratoire dans lequel le discours de la droite littéraire, ses valeurs, tant idéologiques que morales et esthétiques, ont pu se reconfigurer et revenir par la bande, là où la littérature officielle continuait en quelque sorte à verrouiller les possibilités d'expression de cette tendance. Par ailleurs, on aurait tort aussi, je crois, d'opposer trop frontalement les lignées d'Audiard et de Truffaut, la populaire et la dandy si l'on veut. Elles ont beaucoup de références en commun en réalité, à commencer par celle de la série noire, qui les inspire tous deux. Dans les deux cas aussi, me semble-t-il, on peut observer une certaine conversion de l'héritage surréaliste. On pourrait aussi regarder la place que Simon a tenue dans ces deux lignées, puisque Chabrol l'a adapté, que la récente publication de la correspondance de Truffaut montre l'admiration qu'il avait pour Simon comme auteur. Et je voudrais aussi rappeler que c'est tout de même Michel Audiard qui adapte avec Verneuil Un singe en hiver de Blondin, film qui réunit Gabin, emblème des gros culs de la qualité française, comme les appelait Serge Danet, et qui réunit donc non seulement Gabin, mais Belmondo, qui est lui issu de la nouvelle vague. Et donc il y a vraiment là les deux tendances qui se rejoignent. Et je voudrais enfin, pour conclure, terminer sur quelque chose qui aurait été trop beau pour être vrai, à savoir que on sait que le rêve ultime d'Audiard aurait été d'adapter Le Voyage au bout de la nuit de Céline au cinéma. Mais cette volonté était aussi celle de Roger Nimier. Or, on sait que Roger Nimier a successivement proposé cette adaptation du Voyage à Claude Autant-Lorrain, puis à Louis Malle, que tous les deux se sont défaussés, et qu'à ce moment-là, Roger Nimier s'est tourné vers Audiard, lequel aurait proposé à Nimier d'engager Belmondo dans le rôle de Bardamu, sûr que si Belmondo montait dans le film, il pourrait atteindre Godard comme réalisateur. Voilà, je vous remercie. Merci Benoît pour nous avoir fait ce travelling de gauche à droite, de droite à gauche, et assis à côté de Jean-Baptiste Barognan, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée, parce que vous risqueriez d'en venir aux mains l'un et l'autre à propos des nouvelles vagues. Ce sera pour tout à l'heure, pendant la pause café, qui, si Jean-Baptiste respecte ses 20 minutes, aura lieu entre 15h et 15h30 dans la salle
du trône au premier étage. Nous vous invitons après la communication de Jean-Baptiste. Alors, si Guillaume Apollinaire est l'auteur des 11 000 verges, notre confrère Jean-Baptiste Barognan, lui, a depuis longtemps dépassé la centaine de livres publiés. Auteur inclassable, s'il en est, ayant touché avec bonheur à quasi tous les genres littéraires, romans, contes, essais, biographies, je rappellerai ses biographies sur Baudelaire, Verlaine ou Rimbaud et Simenon, et dictionnaire. Pourquoi dictionnaire? Parce que c'est l'actualité de Jean-Baptiste. Dictionnaire, dont ce fameux dictionnaire amoureux de la Belgique, publié chez Plomb, et tout récemment, c'est ce mois, le dictionnaire des écrivains gastronomes, paru chez Flammarion. Alors, le titre de son intervention, c'est « L'aîné des fers chauds, le roman et les films ». Merci beaucoup, Yves. Je ne suis pas encore à 100, contrairement à ce que tu prétends. 80. Achevé en décembre 1943 à Saint-Mémin-le-Vieux en Vendée et publié à Paris chez Gallimard en 1945, L'aîné des fers chauds a une triple particularité. D'abord, il est le plus long des 193 romans de Georges Simenon, signés de son patronyme. 435 pages dans l'édition Folio, l'édition de poche Folio. Si on accepte, évidemment, Pédigré, qui a paru 3 ans plus tard, et qui ressortit, en tout cas pour moi, un genre littéraire distinct, l'autofiction. En deuxième lieu, L'aîné des fers chauds est un roman dont le titre ne reflète pas exactement le contenu, puisque le personnage principal du livre s'appelle Michel Maudet. D'ailleurs, il apparaît dès la toute première ligne du tout premier chapitre. Un gamin de 20 ans, je cite Simenon, secrétaire de l'aîné des 2 frères Ferchaud, prénommé Dieudonné, la soixantaine, homme d'affaires et ancien colon du côté de Boubangui, l'affluent du fleuve Congo, formant la frontière entre ce qui était, à l'époque où se déroule le roman, le Congo belge et l'Afrique équatoriale française, devenue, après son indépendance en 1958, la République centrafricaine. Troisième particularité, L'aîné des fers chauds met en scène les 2 personnages peut-être les plus transgressifs des 193 romans de Simenon. Ferchaud, parce qu'il est un escroc d'envergure internationale traqué par la justice et un assassin. Il a tué de sang-froid 3 indigènes congo-belges. Maudet, parce qu'il est fourbe, faucheton, une fripouille, un mari menteur et volage, un gigolo, un voleur et pareillement un assassin. Au dernier chapitre du roman, Maudet tue Ferchaud, un Ferchaud malade et impuissant, à coups de marteau et de couteau, avant de livrer son cadavre à un sinistre trafiquant de têtes indiennes à Colón, au Panama, un meurtre pour lequel il sera ni poursuivi, ni condamné, ni emprisonné. Alors, je n'ai pas le temps de lire la toute fin, la chute du roman,
mais elle nous porte des années en arrière, après ce fameux meurtre, qui est une des scènes les plus épouvantables de tout l'œuvre de Simenon. Et par parenthèse, c'est une scène décrite directement, alors que, pour prendre l'exemple des Maigret, les crimes ne sont jamais décrits, ils sont toujours rapportés. Lorsque Maigret arrive sur les lieux du crime, le crime est déjà commis. Alors qu'ici, en l'occurrence, on assiste à cette exécution de façon directe, et c'est une scène de violence exceptionnelle. Michel Maudet vécut 3 mois en Amérique du Sud, en compagnie, ou plutôt à la traîne, de Gertrude Lançon. On est à Buenos Aires, à Rio, à Pérançon, à La Paz, à Quito. À Caracas, ils prirent place pour une croisière dans le golfe du Mexique. Ils abordent un yacht, une amie, etc. Alors, après ça, donc, le Maudet va se trouver à La Havane. De La Havane, il va aller à Singapour. De Singapour, il va prendre un peu, il va s'occuper d'une affaire de prostitution, il va s'occuper d'un bordel, pour dire les choses clairement. Et la fin dit ceci: il avait l'habitude de dire, sous le ton de la plaisanterie, ou du moins ses interlocuteurs le prenaient ainsi, en protestant avec véhémence: moi aussi, je suis très vieux, alors qu'à cette date, il n'a jamais que 30 ans. En quoi Maudet et Ferchaud sont l'un et l'autre, et l'un autant que l'autre, les figures ignobles, abjectes et avilissantes d'une vision totalement immoraliste du monde, une vision assez comparable à ce que dit Friedrich Nietzsche dans Par-delà le bien et le mal. Ils sont par-delà les valeurs, au sens éthique et philosophique du terme. Ils ne respectent rien, ils sont dénués de tout scrupule, ils ne sont jamais soucieux de savoir ce qu'ils font est bien, mal, opportun ou pernicieux, positif ou répréhensible. Leurs faits et gestes, leurs propos dans leur périple chaotique de Paris à Colomb, en passant par Caen, Courseulles, Dunkerque, Bruxelles, Tenerife et Cristobal, ne sont ainsi que des concrétisations du profond cynisme qui les habite tous les deux, du mépris à l'égard de leurs semblables et de leurs proches. La plus frappante d'entre elles, la plus frappante de ces concrétisations, étant peut-être l'attitude de Maudet envers Rina, sa femme, avec laquelle il se comporte comme le pire des salauds. Je viens de prononcer le mot salaud. J'aurais pu dire crapule, car le sujet central de Dédé Ferchaud, c'est évidemment la partie serrée, plutôt ambiguë, qui se joue entre deux salauds liés dès le début par une secrète connivence et passant leur temps à se méprendre, se craindre et se doubler. Ferchaud voit d'abord en Maudet le jeune homme ambitieux et avide d'arriver qu'il a été durant les premières années de son existence, et Maudet, quant à lui, croit trouver en son patron le puissant caïd qu'il rêve de devenir. À plusieurs reprises, Maudet dit même, notamment à sa femme, que Ferchaud est, je cite Simenon, un type extraordinaire, ce qui, dans sa bouche, n'est pas une simple manière de parler. En réalité, ils sont seuls. Et on peut se demander si l'aîné des Ferchaud ne constitue pas aussi une effrayante apologie de la solitude, un leitmotiv chez Simenon. Lorsqu'on est deux, il y en a toujours un de trop, il y a forcément un traître. Partie serrée entre les deux hommes, c'est, semble-t-il, ce thème de l'aîné des Ferchaud qui a intéressé Jean-Pierre Melville quand il y a eu le roman de Simenon et qui l'a poussé à en faire une adaptation à l'écran en 1962 avec Charles Vanel dans le rôle de Dieudonné Ferchaud et Jean-Paul Belmondo
dans celui de Michel Mauduit. Cet intérêt a été probablement attisé par le fait qu'à la fin des années 1950 et au début des années 1960, les romans de Simenon ont exercé un réel attrait sur de nombreux cinéastes français et que leurs films ont presque tous été des succès en salle. En cas de malheur de Claude Autant-Lara en 1958, Le Baron de l'Écluse de Jean Delannoy en 1959, Le Président d'Henri Verneuil en 1960, La mort de Belle d'Édouard Molinaro en 1960 également, Le bateau d'Émile de Denis de la Patellière en 1961. Par la suite, sortiront Trois chambres en Manhattan de Marcel Carné en 1965, Le chat de Pierre Granier de Fer en 1971, La veuve Coudert du même Pierre Granier de Fer en 1972, Le train toujours de Pierre Granier de Fer en 1973, et je vais arrêter là, L'horloger de Saint-Paul, le premier long métrage de Bertrand Tavernier en 1973. Vous l'aurez remarqué, aucun Maigret dans cette liste assez prestigieuse. La raison est simple, Jean Richard tournait les enquêtes du commissaire Maigret pour la télévision française, 88 épisodes qui ont commencé le premier en 1967, le dernier en 1990. Jean-Pierre Melville a déclaré aux critiques de cinéma Rui Nogueira ceci: l'adaptation que j'ai faite de L'aîné des fers chauds était pratiquement un scénario original. Le personnage de Vanel ne répondait plus au nom de Ferchaud, ni celui de Belmondo au nom de Michel Maudet. Et le film ne s'appelait pas L'aîné des fers chauds, mais Fernand Lambroso, qui avait payé 16 millions les droits du livre et qui avait déjà plusieurs contrats avec des maisons de distribution, m'a prié de revenir à une histoire intermédiaire. À cette époque, j'étais encore capable de céder devant de tels arguments. Si j'avais tenu bon, le producteur et le distributeur auraient gardé mon titre original, Un jeune homme honorable. Un jeune homme honorable, c'est un titre des plus cyniques. Dans le petit livre de François Barra, L'entretien avec Jean-Pierre Melville, on peut lire « Quand un livre me plaît, je me nourris complètement de son esprit, à l'exception de L'aîné des fers chauds. L'aîné des fers chauds, je ne l'ai pas du tout respecté. » En dehors de la partie serrée entre Ferchaud et Maudet, il ne reste en effet pas grand-chose du roman de Simenon dans le film Melville, lequel, le film de Melville, est pour l'essentiel une road movie à travers les États-Unis, de New York à la Nouvelle-Orléans. Melville y projette sa fascination de l'Amérique, une fascination hystérique, dira Alain Corneau. Une Amérique mythique et surnaturelle, déjà présente dans Deux hommes à Manhattan en 1959, et idéalisée à l'extrême par Gangster, chapeau Stetson, imperméable à ceinture et limousine interposée, dans Le Doulos, Le deuxième souffle, Le samouraï, dont la beauté formelle est exemplaire, Le cercle rouge et Un flic, en 1972. Dois-je rappeler qu'il s'appelait, Jean-Pierre Melville s'appelait Jean-Pierre Grimpac, l'état civil, et qu'il avait choisi son nom de metteur en scène en hommage à l'auteur de Moby Dick, Herman Melville. Simulacre du 7e art, Charles Vanel et Jean-Paul Belmondo n'ont jamais mis les pieds aux États-Unis,
pour le tournage et les scènes de tournage de film, et les scènes de route américaine où surgit, sans raison aucune, la ravissante actrice italienne Stefania Sandrelli, ont été filmées au massif de l'Esterel. Non, il ne reste pas grand-chose du roman. Lina, donc la femme de Maudet, n'y joue qu'un tout petit rôle au début du film, et elle est vite oubliée. Les épisodes à Caen, Courseulles, Dunkerque et Bruxelles, très révélateurs dans le roman de Simenon, pour comprendre qui sont au juste Ferchaud et Maudet, et quelle est la nature exacte et complexe de leurs relations, sont effacés. Maudet n'est plus un assassin, et le trafiquant réducteur de tête n'y apparaît à aucun moment. C'est d'ailleurs un des personnages les plus fascinants et les plus étranges de toute l'œuvre de Simenon. Au surplus, la partie serrée entre les deux hommes ne convainc guère et donne même l'impression d'être factice. En 2001, le cinéaste Bernard Stora a tourné à son tour L'aîné des Ferchauds, d'après le roman de Simenon, un téléfilm en 2 épisodes produit par TF1 et bénéficiant de gros moyens, avec une version ludique, Jean-Paul Belmondo dans le rôle de Dieudonné et Samy Nasseri, alors une vedette de l'écran, dans celui de Michel Maudet. Bernard Stora, lui, n'a pas escamoté le personnage de Lina, joué par Julie Depardieu, ni celui du trafiquant réducteur de tête, mais de façon extrêmement discrète. Et il s'est permis d'introduire dans le déroulement du film des situations et des personnages qui n'existent pas chez Simenon. La question de savoir si un film peut être fidèle à l'œuvre littéraire qu'il a inspirée est, je crois, toute théorique, puisqu'on a affaire, en l'occurrence, à 2 moyens d'expression, à 2 langages distincts. Tel réalisateur lit un roman, il s'en fait petit à petit une certaine idée, peut-être même à un moment ou à un autre de sa lecture une idée précise, il se la projette dans la tête, puis, s'il a l'imagination fertile, il va déjà sans doute écrire une ligne de son adaptation, de son scénario, et peut-être même tracer un dessin de son storyboard. Et il va bientôt projeter cinématographiquement dans sa tête le film, le récit qu'il a tiré du film, d'ordinaire, en ne retenant que quelques aspects, voire quelques détails, des détails qu'on qualifierait, pour parler très simplement, de photogéniques. Qu'est-ce qu'une adaptation digne de ce nom, se demandait Pierre Véry dans le film français du 11 septembre 1946, lui qui a été le scénariste non seulement de certains de ses romans les plus célèbres, dont L'assassinat du Père Noël en 1941, Igoupi Main Rouge en 1943, mais aussi de La Chartreuse de Parme de Stendhal, réalisé par Christian Jacques en 1948, et de Sans famille d'Hector Malot, réalisé par André Michael en 1958. C'est, voilà la réponse que donne Pierre Véry, c'est le transport, non d'une anecdote, mais d'une résonance, d'une vibration, d'un rayonnement émané d'une œuvre sur un autre plan de l'art, dans un autre monde de l'art, et par des moyens d'écriture, il insiste, il met ces termes entre guillemets, sans commune mesure avec ceux du roman. Et d'ajouter, un adaptateur digne de ce nom doit être un médium. En ce qui le concerne, Jean-Pierre Melville a donc lu L'aîné des Ferchauds, et comme il l'a confié à François Barra, il l'a énormément aimé. Puis, médium ou pas, il l'a traduit en cinématographie, c'est-à-dire dans sa langue et à lui, le langage dont il est censé connaître par le menu le vocabulaire et la grammaire spécifique.
il a interprété le roman de Simenon comme l'ont fait avant lui, ou après lui, pour le franc après lui, tous les cinéastes qui ont adapté des livres de Simenon, à commencer par Jean Renoir en 1932, avec La Nuit du Carrefour. Et il l'a transfiguré. Le critique de cinéma, le cinéphile, le fin lettré ou l'amour littérature parleront alors de fidélité, de trahison, voire de sacrilège. Voilà sans doute le motif pour lequel la majorité des spectateurs d'un film n'ont que faire des origines de l'adaptation, ni de ces diverses notions de fidélité, de trahison et de sacrilège, et surtout, s'ils ne connaissent pas grand-chose, ou s'ils ne savent rien des œuvres d'un auteur dont un des livres est porté à l'écran. Au demeurant, ont-ils besoin de le savoir? Qu'est-ce qu'ils gagneraient s'ils le savaient? Ce qui compte à leurs yeux, ce qui compte à mes yeux, moi qui me prétends cinéphile, c'est au premier chef la qualité intrinsèque des films, leur rythme, aussi bien le rythme de récit que celui des images, leur articulation, le jeu des acteurs, leur présence sur les lieux de l'action, leurs éclairages, les éclairages, leurs échanges successifs, etc. Bref, une addition une addition d'éléments complexes qu'on appelle tout simplement la mise en scène. À preuve, dans les salles obscures, l'immense majorité de ces mêmes spectateurs ne regardent pas, ou ne regardent quasiment jamais le générique final. C'est à peine qu'ils sont curieux de connaître le nom des comédiens qu'ils ont vu défiler sur l'écran pendant 1 heure et demie ou 2 heures. Ces argumentations établies, je tiens L'aîné des fers chauds de Jean-Pierre Melville pour un film ennuyeux et décevant, Simon ou pas Simon. Et L'aîné des fers chauds de Bernard Stora pour un mauvais téléfilm, alors que Jean-Pierre Melville est, selon moi, un cinéaste de génie, sans doute le meilleur de sa génération. Il a réalisé d'immenses chefs-d'œuvre, que ce soit Le Deuxième Souffle, probablement le plus grand film noir du cinéma français, Le Cercle Rouge, probablement le plus grand film de casse du cinéma français, et L'Armée des Ombres, à coup sûr, le plus grand film français sur la résistance. L'Armée des Ombres, par contraste, je vais terminer là-dessus, illustre à merveille mon propos. Il ne fait aucun doute, a dit Jean-Pierre Melville à François Barra au cours de leur entretien, que l'esprit de Kessel, L'Armée des Ombres est tiré dans le roman de Kessel, que l'esprit de Kessel était le même que le mien en 1943, année de l'Armée des Ombres. Oui, je suis resté fidèle à l'esprit de Kessel, mais j'ai changé. J'ai changé constamment le déroulement de l'histoire, dans les premiers chapitres surtout, puis à la fin, parce que la fin est tellement belle que je me suis permis une seule chose, c'est-à-dire annoncer la mort des 4 personnages dont on est sûr, ce qui n'était pas du tout écrit par Kessel. Il faut d'abord ne pas avoir le livre sur son bureau. Surtout, ne pas l'avoir sur son bureau. Il faut l'écrire de mémoire. Moi, j'ai de la chance, j'ai de la mémoire. Tel est le prix du chef-d'œuvre de Melville, avoir changé le roman de Joseph Kessel. Parce que c'est
par parenthèse, le texte que j'ai ici, c'est un condensé de quelque chose que vous lirez qui fait le double. Je crois que c'est une quarantaine de pages. Alors, on se donne rendez-vous ici à 15h30 à peu près pour entendre Dick Tomasovi, Daniel Bajomet, Frédéric Fontaine, Patrick Ouerly et Adolphe Lisenov. Nous vous invitons maintenant à l'étage et je vous rappelle qu'après cette séance, nous aurons aussi un partage d'un verre d'amitié à l'issue de cette séance qui normalement devrait se terminer vers 18h. Vers 17h30, si nous respectons les uns et les autres nos... Oui, je pense que vous les